Donc dans la vidéo précédente, je vous ai introduit Async.io, je vous ai expliqué dans quel contexte ça se plaçait. Donc comme c'était très abstrait, je vais maintenant être un peu plus concret. On va voir sur des tout petits exemples à quoi ça ressemble, juste histoire d'introduire les concepts de base. Donc ça se présente sous la forme d'une librairie qui s'appelle Async.io, sans grande surprise. Donc le concept de base, c'est la coroutine. Donc je vais vous montrer comment on définit une coroutine. Alors ça se présente sous la forme, ça ressemble un petit peu à une fonction, sauf qu'il y a async qui est défini au préalable. Ça veut dire ceci est une coroutine. On écrit un code qui ressemble assez à une fonction traditionnelle, sauf que à certains endroits, j'utilise une instruction qui s'appelle await. Donc cette instruction, à ce stade de l'exposé, on va dire, c'est une instruction qui dit « Attention, je suis en train d'invoquer quelque chose qui est susceptible de s'interrompre. Donc je signifie de cette façon que je suis disposé à rendre la main au scheduler, dont je vous ai parlé la fois précédente. Et donc la coroutine que vous avez sous les yeux, elle fait pas grand-chose, elle écrit un message du début, elle attend une demi-seconde en rendant la main, elle affiche un deuxième message disant qu'elle est au milieu, elle réattend une seconde, et puis à la fin, elle affiche un message de fin. Alors, j'évalue ce bout de code Python, ça ne fait rien, c'est la même chose que si j'avais défini une fonction, presque. Alors, c'est pas tout à fait quand même la même chose, parce que si je l'évalue, je me rends compte que c'est une fonction, d'accord, mais par contre, si j'essaie de l'appeler, en gros, il ne se passe rien. Alors, il ne se passe rien, ça me renvoie à un objet qui est une coroutine. Et donc, ça me donne l'occasion de commencer à introduire la différence entre ce qui est une fonction coroutine et l'objet coroutine qui est rendu par la fonction. Donc, c'est un mécanisme qui est assez proche des générateurs, on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour l'instant, ce que je veux vous montrer, c'est comment on s'en sert. Donc, la façon la plus simple d'exécuter ce code, pour moi, c'est de l'exécuter au travers d'une boucle d'événements. Donc ça tombe bien, dans Async.io, il y a la notion de boucle d'événements. Donc je vais appeler la fonction getEventLoop, qui me renvoie une boucle d'événements. Et sur cette boucle, je vais pouvoir envoyer une méthode qui s'appelle runUntilComplete. Je vais lui passer une coroutine, en fait plus précisément un objet coroutine. Et le travail de cette méthode, ça va être de faire avancer ma coroutine jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Alors voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, jusque-là, pas de surprise. Je veux simplement vous montrer qu'avec la boucle, je peux enfin exécuter le code que j'ai écrit. Alors, là où c'est plus intéressant, c'est si j'en fais plusieurs à la fois. Donc, ça se présenterait sous cette façon-là. Au lieu de passer à runUntilComplete seulement une coroutine, je vais lui en passer deux. Alors, en fait, je triche. Techniquement, je vais lui envoyer un seul objet coroutine que j'ai construit en utilisant Gather. Mais on aura l'occasion de reparler de tout ça. Dans ce tout premier exemple, ce que je vais vous montrer, c'est la façon la plus simple d'avoir deux choses qui se déroulent en parallèle. Donc, dans ce contexte-là, ce que vous voyez, c'est que je vais effectivement faire les deux débuts en même temps, les deux milieux en même temps. Donc, c'est à peu près ce que je voulais faire. Et vous avez dans cette figure quelque chose qui illustre bien ce que l'utilisation que je fais du temps, par contre. Le scheduler, donc ma boucle en l'occurrence, va choisir une des deux coroutines. Bon, là, je n'ai pas de contrôle sur celle qui va commencer, puisque j'ai décidé qu'elle commence en même temps, je n'ai pas dit. Donc, j'imagine que c'est run1. Donc, on va d'abord exécuter le petit bout de code qui est avant le await du run1. Au moment où on voit le await, on va changer de contexte. La boucle sait qu'elle peut changer de contexte. Elle va faire le début de run2, etc., etc. Alors, j'attire votre attention. Là, j'ai mis await. On verra dans la suite qu'en fait, j'aurais dû mettre yield, mais pour l'instant, à ce stade de l'exposé, je préfère être simple. Donc c'est le modèle mental. C'est l'idée que la boucle est le scheduler qui va passer la main d'une coroutine à l'autre. Donc, je vous montre tout de suite un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc si, au lieu d'écrire morceau comme je l'avais fait tout à l'heure, je l'écris de cette façon-là, donc je l'ai appelé famine, parce que entre les deux messages de milieu et de fin, au lieu de faire un async.io.sleep, je fais un time.sleep, donc une fonction normale, qui n'est pas avertie du paradigme du tout. Donc ce que ça veut dire, c'est que je ne vais pas rendre la main à la boucle.
Alors du coup, si je l'évalue de la même façon que tout à l'heure, je vais avoir les deux débuts qui arrivent en même temps, mais une fois qu'une de mes deux coroutines prendra la main, elle va la garder, elle va faire milieu puis fin, donc évidemment, mais ce qu'on peut voir, c'est la façon dont ça se passe dans le temps. Ben, la grosse période verte, c'est la période pendant laquelle je n'ai pas rendu le temps. Donc bien entendu, dans la vraie vie, ce sont des calculs. Hein. Je fais beaucoup de slips dans toutes ces présentations, mais imaginez que à la place, il y a des calculs. Donc cette façon de ne pas rendre à la main, il ne faut pas le faire, il faut vraiment être obsédé par le fait de ne pas garder la main, disons plus que, j'en sais rien, 10 millisecondes, 100 millisecondes au grand maximum. Donc en termes de conclusion, je vous ai montré comment on pouvait créer des coroutines avec AsyncDef et non pas AwaitDef. Je vous ai montré également comment on pouvait créer une boucle d'événements pour orchestrer plusieurs coroutines. Et je vous ai également montré qu'une coroutine, ça pouvait appeler d'autres coroutines en faisant simplement await. Et on a également vu, quand on a appelé time.sleep, qu'une coroutine, ça peut tout à fait appeler une fonction traditionnelle, on peut appeler une fonction synchrone. Simplement, il faut faire attention de ne pas se lancer dans un calcul qui soit trop long. Donc voilà une toute première introduction pour complètement défricher le sujet. On va creuser tout ça dans les vidéos précédentes. À bientôt.